Bonjour tout le monde, bienvenue, merci d'être présent, merci à nos panélistes. Ce matin, on a l'honneur d'avoir professeur Vincent Gautret avec nous qui fera le mot d'ouverture. Pour vous mettre un peu plus en contexte, le professeur Vincent Gautret est professeur titulaire à la faculté de droit de l'Université de Montréal et chercheur au Centre de recherche en droit public. Depuis le 1er juin 2015, il est titulaire de la chaire L.R. Wilson sur les droits des technologies de l'information et du commerce électronique. Il enseigne plusieurs cours en droit des affaires et en droit des technologies. Depuis 1992, il a eu l'occasion de produire des recherches, des conférences, des livres, plusieurs publications portant notamment sur le droit des affaires électroniques, les contrats électroniques, à la cyberconsommation, à la sécurité des réseaux et bien plus encore. Sans plus tarder, je vais vous laisser entre les bonnes mains de professeur Gautret. Oui, je vois sur l'écran, il est 9h02. En fait, c'est à peu près la seule chose que je vois en fait de la salle, c'est l'horloge. Je ne sais pas Ah, si c'est un signe. Euh, mais merci infiniment de m'avoir invité à ce premier panel. Super, super, tentative de super. vous montrer la salle. Et d'ailleurs, à ce propos, je tiens à m'excuser. Je devais être en présentiel, je devais être en présence, pardon, avec vous. Et puis, je quitte là pour 2 semaines pour une école d'été en Afrique. Et puis je suis un peu, en tout cas, j'étais contraint par des obligations de pré-départ, mais j'adore les rencontres de jeunes chercheurs. J'adore ces rencontres de jeunes chercheurs. Puis je vais m'autoriser dans les quelques minutes dont je dispose pour dire, bah, vous savez, c'est les huitièmes rencontres. Et puis historiquement, la manière dont ça s'était fait, c'était Guillaume Macot, que vous connaissez tous, qui est maintenant directeur, avec un adjectif que j'ai oublié, mais à l'Obvia. Et Guillaume qui travaillait à l'époque pour le prof Olivier Delas à Laval, et qui était venu me voir, j'étais directeur du CRDP, en disant, ah, ce serait bien qu'on fasse un petit quelque chose. Alors, au départ, c'était très québécois, il y avait Laval et l'UDM. Et puis, je suis ravi de voir cette portée internationale qui s'est greffée à cette activité. Vous savez, c'est toujours d'usage de dire qu'on aime bien l'institution qui nous invite, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment vrai parce que, en fait, derrière cette idée-là, qui était là au départ, initiée encore une fois par Guillaume, euh, c'était de dire comme jeune chercheur, et alors je vois que la première intervenante est déjà docteur, mais jeune chercheur au départ, euh, c'était beaucoup des étudiants, surtout doc et quelques-uns de maîtrise, mais euh, c'est hyper important en fait quand vous commencez votre carrière d'étudiant en fait de vous mettre en contact avec ce qu'est la recherche. Et la recherche, c'est quoi? Ben, c'est faire partie de centres. Et puis là, il y a un certain nombre, je ne vais pas les nommer tous là, mais qui ont contribué au financement de cette activité. Faire partie d'un centre, c'est Vincent Larivière, qui était un prof en bioéconomie, l'avait mesuré, l'avait montré, c'est un facteur de réussite encore plus important que les bourses. Donc c'est important, la thématique aujourd'hui c'est numérique et institutions, ben, c'est important que vous fassiez partie, pardon, d'institutions, d'organisations universitaires. Je ne vais pas les nommer tous encore une fois, parce que le fait de vous sentir associé à différentes institutions, encore une fois, c'est un gage, en vous mettant en contact avec les différents étudiants, c'est un gage de réussite dans vos études respectives. Donc, bravo, bravo. Et puis, à propos d'autonomie, je dois dire que l'organisation du colloque, vous l'avez fait en totale autonomie, hein. Puis, je ne vais pas nommer tous les 5, 6 personnes là, qui sont derrière l'organisation de ce programme. Ils sont responsables de tout. Ils sont responsables de la thématique, ils sont responsables de l'organisation. La belle organisation, je suis sûr que nous allons voir aujourd'hui. Et ça fait partie, je dirais presque, du processus pédagogique. Parce que la recherche, c'est chercher des sous, c'est organiser je dirais le quotidien, le day-to-day, qu'un branchement fonctionne, que les panélistes soient à l'heure et qu'on ait aussi une diversité, évidemment,
dans, dans le propos et dans la tenue substantielle de l'activité. Alors, merci, merci infiniment d'être cette huitième cohorte qui vous êtes euh, occupé avec beaucoup d'à-propos, en tout cas dans les communications que j'ai eues avec vous, c'était sensible, cette activité-là. Alors, vous m'avez donné beaucoup de temps, vous êtes trop gentil, hein. Je vais en utiliser un petit peu moins que prévu, mais un dernier mot pour vous dire combien la notion d'autonomie est fondamentale. Alors, numérique, moi, dans la bio là, que vous avez lue et qui est effectivement disponible sur mon site, je devrais la raccourcir d'ailleurs, mais le numérique, c'est le cœur de mes recherches depuis plus de 30 ans. Euh, et euh, et l'autonomie, c'est un bel angle de considérer la question plus générique, plus générale du numérique. C'est un bel angle parce que ça autorise en fait une sorte de tension entre le besoin d'individualisation des rapports et de l'autre, l'apport institutionnel qui est généralement d'ordre plus collectif. Donc j'aime bien, encore une fois, cette thématique-là qui représente, encore une fois, une tension qui est très différente d'un pays à l'autre. On va le voir, on a minimalement dans les quatre panélistes du premier panel dont je m'occupe, il y a trois juridictions distinctes et le rapport aux institutions, cette tension entre individu et collectif qui se traduit dans la notion d'autonomie, elle est très culturellement associée. Vous allez avoir des manières de faire, j'en suis sûr que ça va se vérifier dans différentes présentations, qui sont différentes d'un pays à l'autre. Et minimalement entre l'Europe, l'Amérique et l'Afrique qui sont représentés dans les quatre panels d'aujourd'hui. Donc, euh, j'aime beaucoup la notion d'autonomie, j'aime beaucoup la notion d'institution. Pour ceux qui me connaissent, je travaille beaucoup ces derniers temps sur ce que je me plais. Je pense que c'est plus une coquetterie qu'autre chose, mais je me plais à dire que je travaille beaucoup sur ce que j'appelle l'école de Montréal. L'école de Montréal, c'est justement dans le centre auquel j'appartiens, le CRDP. Depuis plus de 60 ans maintenant, il y a différents chercheurs et chercheuses qui travaillent sur trois grands aspects reliés au phénomène juridique et de justice. Le premier, c'est d'une part de considérer dans le droit les notions de valeur qui sont inhérentes au droit et à la justice. Le deuxième, c'est de considérer la norme avec une vision assez globale, et notamment en intégrant des normes assez informelles qui peuvent avoir des influences assez grandes. Puis le troisième, c'est justement le rapport aux institutions. Le rapport aux institutions qui sont évidemment l'État, qui a un rôle à jouer, mais de plus en plus, vous avez des communautés, vous avez des cercles, vous avez même parfois des techniques. Un auteur que j'aime beaucoup, français, Jacques Ellul, qui a été beaucoup mobilisé en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis. Jacques Ellul considérait que la technique, d'un sens très large qu'il détermine, était une institution sur laquelle il fallait avoir un certain regard. Donc, merci de m'avoir situé de surcroît dans ce premier panel qui fait ce lien entre autonomie et institution. Et je suis persuadé là, que je vais apprendre beaucoup de choses avec les quatre interventions qui me sont données d'entendre. Et je crois comprendre aussi que je suis le maître du temps et de contrôler aussi. Par rapport aux appétits de tout un chacun, à ne pas trop dépasser le temps qui vous a été alloué, qui est assez court. Alors j'aime ça les courtes présentations, mais d'après le programme que je vois, vous avez 10 minutes. Donc je vais être aussi le maître du temps et en 10 minutes, puis j'ai vu déjà quelques documents que vous avez fournis, vous allez devoir vous faire violence en respectant ce temps qui vous a été alloué. Si on veut garder, encore une fois, parce que c'est toujours assez passionnant, un peu de temps, une vingtaine de minutes à la fin, euh, pour, pour échanger avec la salle, avec les personnes en ligne. Alors voilà,
Vous m'aviez donné 10 minutes, j'en ai pris 10, même si j'avais dit que je ferais plus court. Et par contre, je vais être plus court parce que vous devez avoir les bio maintenant pour présenter. Et si vous voulez bien, je vais les présenter, mais très très rapidement, là, euh, intervenant par intervenant. Et si je suis l'ordre qui m'a été proposé de suivre, eh ben, je vais dans un premier temps donner la parole à Madame Esther Noël, qui est justement docteur en droit et qui fait partie d'une institution que je ne connaissais pas, à savoir l'Institut alors IHEDN, Institut des hautes études de la défense nationale, donc de France, et qui va nous parler des organisations internationales justement dans le domaine de la défense et particulièrement des CPI. Alors peut-être la nouvelle du jour, vous l'avez peut-être vu en tout cas, c'est que en fait hier soir, on a nommé une nouvelle gouverneure générale. Vous savez, le gouverneur général au Canada, c'est un rôle de un peu de potiche là, c'est-à-dire c'est un rôle assez protocolaire, en fait, qui est la représentante maintenant du roi d'Angleterre au Canada. Mais il faut quand même dire que la nouvelle gouverneure générale, c'est Madame Louise Arbour, qui a été juge à la Cour suprême, qui a été prof à Laval et qui a travaillé au CPI pendant quelques années. Donc une immense juriste. Dans un rôle protocolaire, mais ça reste une immense juriste et ça reste en plus c'est ça, quelqu'un qui est dans nos cœurs et dont nous avons été tous honorés de sa nomination. Petit lien avec votre présentation, Madame Noël, en 10 minutes, s'il vous plaît, en dépit de la contrainte. Merci beaucoup. Je m'assure juste que tout le monde m'entend bien. Oui, Très bien. parfait. Alors, merci et bonjour à tous. Donc, je me présente rapidement. Donc, je suis Esther Noël, je suis juriste et jeune docteur. Et donc, je travaille maintenant en tant que chercheuse, donc à la chaire Souveraineté numérique et cyber, donc en effet de l'Institut des hautes études de défense nationale en France. Et je suis ravie de participer pour la première fois à cette journée de rencontre entre jeunes chercheurs. Je commence par remercier les organisateurs de cette journée. Donc, je me réjouis depuis Paris que le thème de l'autonomie dans le cadre numérique soit ainsi mis en avant. Parce que c'est un concept qui me parle particulièrement, car j'ai réalisé une thèse sur la souveraineté de l'État à l'ère numérique, sous la direction de la professeure Norodom, donc à l'Université Paris-Cité. Et l'un de mes objectifs était un peu de déconstruire finalement tous les discours qu'on entend autour de la souveraineté numérique en France et au Canada également, je l'imagine. Et donc, l'une de mes propositions était d'avancer le terme d'autonomie, justement pour remplacer dans certains cas celui de souveraineté lorsqu'il était mal utilisé. Et donc aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir continuer à travailler sur l'autonomie, donc dans un autre concept, hein, dans un autre contexte, pardon, celui de la transformation numérique des organisations internationales, qui est quand même un petit peu lié aux questions de souveraineté numérique. Pour recontextualiser mon propos, les organisations internationales engagent depuis quelques années une transformation numérique dans le cadre desquelles elles mobilisent finalement des outils et des services technologiques pour permettre justement de moderniser leurs opérations, de gérer leurs données ou de s'insérer plus largement dans l'ère numérique actuelle. Et je n'apprends à personne que la plupart de ces outils et services qui sont mis au service de la transformation numérique sont proposés par des entreprises donc, de nationalité américaine et les plus puissantes également. Le cas qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'entreprise Microsoft. Et c'est cette origine américaine qui est supposée créer justement de nombreuses dépendances. Et ça se remarque notamment avec un cas donc, qui est celui de mon étude lors de cette courte présentation, qui est la Cour pénale internationale. Je rappelle également très rapidement, mais la Cour pénale internationale, c'est une organisation internationale et plus précisément une juridiction internationale dont le mandat est d'incriminer donc les plus grands crimes internationaux. Et depuis 2022, elle avait lancé une collaboration avec l'entreprise Microsoft pour lui permettre d'engager sa transformation numérique. Et plus précisément, elle utilisait la suite bureautique, donc Microsoft 365, c'est-à-dire tout simplement des adresses mail, une suite Office et certaines solutions de cloud.
Et elle avait engagé également un projet d'envergure qui était dénommé le projet Harmonie et qui lui avait pour objectif de moderniser les opérations de gestion de preuves et de données. Et il prévoyait également d'intégrer certains outils d'ailleurs d'intelligence artificielle dans cette gestion. Euh, Récemment, sur fond de tensions géopolitiques, plutôt, la CPI a choisi de mettre fin à son partenariat avec Microsoft pour privilégier une solution européenne et plus précisément d'une entreprise allemande qui s'appelle Zendiz et sa suite bureautique pardon, qui s'appelle Opendesk. Et cette décision a été prise suite à plusieurs mesures américaines qui avaient été adoptées mi-2025 dont l'une visait le procureur de la CPI Karim Khan, enfin, pour lequel on avait supprimé son adresse email. Et les autres, peut-être plus connues, ce sont celles qui résultent des sanctions américaines qui ont été formulées à l'encontre de plusieurs juges de la Cour pénale internationale, dont un juge français qui s'est vu suspendre tous ses comptes américains, et donc y compris son compte Microsoft. Et donc ce changement a posé bien évidemment des enjeux technologiques sur lesquels je ne reviendrai pas parce que je n'ai pas les compétences, mais il pose également des enjeux juridiques en droit des organisations internationales autour finalement de la question de savoir si ces dépendances étrangères devraient être encadrées pour ne pas porter atteinte au fonctionnement de l'organisation internationale elle-même. Et c'est ici, selon moi, que c'est directement lié à la question d'autonomie de l'organisation internationale. Et donc j'essaierai de formuler rapidement quelques premières réflexions avec vous aujourd'hui autour de trois questions. Déjà, de quoi parle-t-on juridiquement ici quand on parle d'autonomie de l'organisation internationale? Ensuite, deuxième question, quelle est l'atteinte qui est portée à cette autonomie de l'organisation et plus précisément là, donc dans mon exemple de la CPI? Et enfin, pourquoi est-ce qu'une organisation internationale, à quelle fin, est-ce qu'elle doit être aujourd'hui autonome dans sa transformation numérique? Alors, premier point, de quoi parle-t-on juridiquement? Juridiquement, en droit international, l'autonomie, elle était plutôt initialement définie en référence au sujet étatique et pour les organisations internationales, il n'existe aucune définition en ce sens qui fait autorité de dire ce qui relève de l'autonomie de l'organisation internationale. Et on entend d'ailleurs ou on lit plus souvent parler d'indépendance des organisations internationales. En revanche, l'autonomie, elle est souvent présentée comme un élément même de la définition de l'organisation internationale. Et là, si on prend les rapports de la Commission du droit international, et donc j'en ai pris un assez récent de 2023, il est rappelé que que l'OI, pardon, l'organisation internationale, est dotée d'une certaine autonomie. Donc je dis certaine entre guillemets, puisque ça reprend un avis de la Cour internationale de justice, donc licéité de l'utilisation des armes nucléaires de 1996. Alors, de quoi parle-t-on? On parle plutôt peut-être d'une autonomie politique, donc ici qui fait référence à la volonté de l'organisation internationale, donc c'est-à-dire au lieu de production de cette volonté, par référence aux organes, aux processus décisionnels de l'organisation, et d'une autonomie institutionnelle qui ferait plutôt ici référence à l'existence de l'organisation comme une institution autonome sur la scène internationale. Euh, Disons que l'OI, dans tous les cas, est nécessairement doté de cette autonomie enfin, qui va lui servir à fonctionner, ce qui renvoie justement à une autonomie plus matérielle. Et donc, en conséquence, il existe des garanties juridiques à cette autonomie. Et donc ici, on peut faire référence à une autonomie dans l'appréciation des compétences qui lui sont déléguées par les États, d'une autonomie plus normative, d'une autonomie fonctionnelle de ses organes, et ensuite d'autres autonomies comme l'autonomie budgétaire ou l'autonomie de gestion de personnel. Pour chacune de ces garanties, l'organisation, justement, a pour objectif de contrer les dépendances de facto, notamment de ses États membres, et de protéger l'exercice de ses fonctions et l'exécution de ses missions. Donc dire que l'organisation internationale est autonome à l'heure de sa transformation numérique, ça reviendrait finalement à ajouter une nouvelle garantie juridique à la liste et dire qu'elle pourrait être autonome également dans la gestion de ses outils numériques, donc c'est-à-dire dans un versant plus opérationnel. L'objectif resterait le même, lutter contre les dépendances au regard de ses États membres et même plus largement, vu la situation, au regard de tout État qui pourrait présenter une dépendance hégémonique quelconque. Et donc ici, d'un point de vue numérique et technologique, on pense aux États-Unis.
Je rajouterais très rapidement que vis-à-vis des États-Unis, on est quand même sur un paradoxe, puisque les États-Unis sont les principaux fournisseurs d'outils numériques aux organisations internationales aujourd'hui, alors qu'il semble qu'ils ne soient pas ou plus partie à de nombreuses organisations internationales si on regarde l'administration Trump depuis ces dernières années, et ce qui était déjà le cas pour la CPI, puisqu'ils ils n'y sont pas partis. Donc ici, la dépendance proviendrait d'un État qui est tiers à l'organisation internationale, et donc cet État tiers pourrait influencer le fonctionnement de l'organisation en bloquant l'exercice de ses missions via une suspension ou une rupture d'accès aux outils numériques. Justement, ça m'amène vers mon second point qui est de savoir quelle est l'atteinte actuelle au fonctionnement de l'organisation internationale. Donc cette question interroge en tant que telle en droit la continuité de l'autonomie matérielle et fonctionnelle de l'organisation internationale. Euh, pour le dire autrement, la dépendance aux outils numériques, ici américains, va-t-elle à l'encontre des dispositions qui portent sur le fonctionnement et l'exercice des missions d'une organisation internationale, notamment dans ses textes fondateurs? Si on regarde la CPI, l'acte constitutif ne mentionne rien de particulier en ce qui concerne les outils numériques, mais c'est la norme 26 du règlement de la CPI qui prévoit que le mandat doit être mis en œuvre grâce à un système informatique, je cite, fiable, sécurisé et efficace, qui collecte les preuves, les traite et participe à la formulation des décisions en respectant les exigences liées à l'activité judiciaire de la Cour. Donc là, avec les mesures qui sont prises par Microsoft, il est possible d'avoir des doutes sur le fait que le système informatique soit fiable, car ici Microsoft se soumet donc à une sanction étatique décidée par un gouvernement politique. Il est également remis en doute la sécurité, car la suppression et la suspension de la suite bureautique empêchent cette sécurité, comme d'ailleurs la gestion des données dans le cloud et de manière encore plus importante, est mis en doute l'efficacité, car les fonctionnaires ici ne peuvent plus travailler, les autorités d'enquête voient leur capacité d'instruction et de poursuite obligatoirement bridée. Donc, de manière générale, le système informatique ne permet pas de participer à la formulation des décisions de justice rendues par la Cour. En somme, aucune clause aujourd'hui ne protège la transformation numérique des organisations internationales contre une suspension unilatérale d'un service par un acteur privé sur fondement d'une sanction étatique. Ce qui porte atteinte là à ces textes fondateurs, mais aussi à l'intégrité juridique de la Cour et crée même une vulnérabilité systémique. Euh, Pour terminer, le troisième et dernier point, pourquoi et comment une organisation internationale doit aujourd'hui être autonome? Donc finalement, quels sont les objectifs, quels sont les risques? Le problème, nous l'avons vu, c'est que là, toute l'infrastructure technologique de la CPI dépend de fournisseurs commerciaux qui ont leur siège justement dans des juridictions qui sont soumises à l'application de ces sanctions américaines. Et c'est d'autant plus, ça a vocation à devenir d'autant plus risqué que les États instrumentalisent de plus en plus certains outils juridiques et notamment ces outils de sanctions à des fins géopolitiques. Donc la CPI devrait alors s'efforcer de renforcer et de préserver son autonomie, ou ce que certains appellent sa souveraineté technologique, même si j'ai un peu plus de mal personnellement avec ce terme. Et donc cette autonomie deviendrait une exigence pour l'organisation internationale et pour son fonctionnement. Peut-être pouvons-nous modérer les propos en disant que c'est pour le moment une question de degré. Là, la CPI devrait peut-être commencer par envisager, par exemple, d'héberger ces données dans des États qui sont considérés comme politiquement et juridiquement neutres, euh, quitte à voir ensuite quelles pourraient être les mesures qui pourraient être prises. Rechercher l'autonomie viserait ici à se prémunir, en fait, finalement, contre une ingérence d'un ou plusieurs États dans son fonctionnement, voire à terme dans le processus décisionnel de l'organisation. Pour autant, la jurisprudence de la CIJ n'a encore jamais fait de l'autonomie une condition sine qua non de sa personnalité juridique. Donc il semblerait qu'on en soit encore à une recherche d'un état de fait plutôt qu'à une réelle condition d'existence. Pour le moment, l'autonomie de la CPI, c'est devenu un slogan utile qui lui a permis de légitimer ses efforts en fait pour préserver ses pouvoirs et repousser cette tentative des États-Unis d'empiéter sur l'exercice de ses missions et donc de promouvoir ses propres intérêts. Euh,
Et enfin, pour terminer, j'ajouterai deux points. Outre l'autonomie opérationnelle, il y aurait peut-être aussi également besoin d'un renforcement de la résilience matérielle de l'organisation internationale et même de toute institution, donc également des États, qui devraient réfléchir de plus en plus à mettre en place des voies alternatives pour leur garantir justement de pouvoir fonctionner indépendamment de toute obstruction extérieure. Il y a un auteur enfin, rares sont les auteurs qui ont étudié ce sujet, mais il y a un auteur, et je terminerai sur ce point, qui propose de mettre en place un système d'infrastructure partagé entre les organisations internationales. Donc c'est Ovel. Et lui, il considère qu'il faudrait penser en fait une décentralisation opérationnelle sur le fondement d'un accord de coopération entre les organisations pour garantir une continuité opérationnelle dans le cas où des systèmes justement seraient suspendus ou que leur accès serait restreint. Et ça fait référence à quelque chose qui existe déjà d'un point de vue technique, c'est ce qu'on appelle, enfin, dans le cadre numérique, c'est ce qu'on appelle la redondance. C'est un principe qui existe notamment dans le cadre des cyberattaques, qui permet en fait une continuité d'accès, même en cas de rupture quelconque d'une infrastructure ou autre. Et donc là, peut-être que ça lui donnerait une finalité plus opérationnelle, voire à terme plus juridique. Voilà, je pense avoir respecté mon temps. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était, c'était, c'était passionnant. Vous l'avez un peu dépassé, mais c'était passionnant. Et encore une fois, en ayant bien conscience de la contrainte là, de 10 minutes qui est difficile à respecter. Sans transition, merci infiniment, Docteur Merci. Noël. Sans transition aucune, je demanderai maintenant à Monsieur Prosper Netika Mbakata, qui est doctorant à l'Université de Kinshasa. Je ne sais pas s'il est en ligne ou dans la salle, mais je lui demanderai donc de parler sur un sujet que j'aime bien en plus, sur l'institution que constitue le juge, et notamment les questions de preuve pénale, que je connais moins, mais preuve numérique que j'aime bien aussi. Donc, la parole est à vous, messieurs. J'imagine que vous êtes en présence? Ou non, je ne sais pas. Comme à la recherche du panéliste en ligne, je crois qu'il y a eu un petit souci et il a comme quitté le D'accord. Zoom. Et enfin, Alors, sans transition, alors, on espère être en mesure de le récupérer à un autre moment, mais sans transition, je pense que la personne qui était juste après en ligne, c'est Madame Emma Tranbanier de l'Université Laval. Donc, on va vous donner la parole. Alors, vous, en ce qui vous concerne, c'est sur l'autonomie culturelle des communautés en droit international. Excusez-moi, je... Oui, voilà. C'est parfait, on voit en ligne votre présentation. ok. La parole est à vous, Madame Tran. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez en ligne correctement? Très bien, très Très bien. bien, parfait. Merci beaucoup pour la présentation. Parfait. Euh, Donc bonjour, d'abord et bien sûr un grand merci à toute l'équipe du colloque Jeunes Chercheurs pour l'organisation de ce colloque, pour cette belle édition et puis aussi pour leur invitation. Donc moi je vais vous parler ce matin d'une branche particulière du droit international, mais qui n'est pas sans lien avec le numérique et aussi la notion d'autonomie, qui est le droit international de la culture et du patrimoine culturel. Alors je précise que le numérique c'est encore une matière assez nouvelle pour moi. Cette contribution, c'est vraiment ma première vraie recherche sur le sujet, donc je vais faire appel à votre indulgence. Mais les liens avec le patrimoine et la culture sont vraiment nombreux. Au niveau local, comme pour la scène internationale, le patrimoine est toujours plus que jamais un enjeu de souveraineté et d'autonomie culturelle,
Il constitue pour les communautés au niveau infra-étatique un moyen de protéger et valoriser leur identité culturelle, leurs droits humains et de développer aussi leur activité économique à travers l'exploitation de produits issus de leurs expressions culturelles, savoir-faire, pratiques ancestrales, etc. Et aujourd'hui, cette forme d'autonomie se retrouve vraiment menacée par un nombre croissant de facteurs, parmi eux le phénomène d'appropriation culturelle dont je vais traiter aujourd'hui dans un premier temps, qui nous verrons est lui-même exacerbé par l'essor du numérique et des nouvelles technologies. Et dans un second temps, on verra que ces nouveaux enjeux mettent le droit international au défi de développer des initiatives protectrices de l'autonomie culturelle des communautés et aussi de leur capacité à se réapproprier leur patrimoine. Donc, j'étudie depuis 3 ans maintenant la notion d'appropriation culturelle et le phénomène d'appropriation culturelle vis-à-vis de la protection du patrimoine culturel des communautés infra-étatiques et ses liens avec le droit international. Mes recherches de maîtrise sur le sujet, qui ne sont pas directement associées à ma thèse, mais qui quand même amorcent des réflexions pour mes recherches doctorales, ont fait l'objet d'une publication en 2024 qui propose de comprendre par le droit comment le phénomène d'appropriation culturelle constitue une atteinte significative à l'autonomie culturelle des communautés. Et aujourd'hui, en droit international, l'appropriation culturelle est une notion encore peu consacrée dans les textes, mais elle commence vraiment à attirer l'attention de la communauté internationale parce qu'elle a des liens directs avec plusieurs branches du droit, que sont notamment le droit de la propriété intellectuelle, le droit commercial, le droit du patrimoine, les droits humains, etc. Et bien sûr, des liens avec l'autonomie culturelle des communautés. C'est une notion encore controversée dans le débat public, mais au niveau des sciences humaines et sociales, on s'entend aujourd'hui sur une définition consensuelle en ce que l'acte d'appropriation culturelle, puisqu'il est un emprunt abusif et non pas un impression, un pied d'égalité entre les cultures qui favoriserait le brassage et le dialogue interculturel au regard des divers critères qui sont dégagés à l'écran, eh bien, menace directement la protection du patrimoine culturel, la gouvernance culturelle et le développement économique des communautés, soit des composantes essentielles de leur autonomie culturelle. Avec la mondialisation et les excès de libre-échange, et l'avènement du numérique aussi, qui s'accompagne d'un manque sérieux de régulation juridique tangible s'agissant de la circulation des contenus culturels des communautés en ligne, le phénomène d'appropriation culturelle a pris une ampleur planétaire, parce qu'en effet, ce manque de réglementation juridique concernant la circulation des contenus culturels des communautés et des expressions culturelles des communautés sur les plateformes favorise les actes d'appropriation, notamment sur les réseaux sociaux. Un exemple parmi tant d'autres, la figure de Bouddha, évidemment très importante pour les communautés bouddhistes, a intégré aujourd'hui l'industrie des spas, des centres de massage, de soins dans une esthétique zen, très diffusée sur les réseaux sociaux et comme une technique marketing, à un tel point de décontextualisation qu'on retrouve parfois en ligne la figure de Bouddha commercialisée sur des lunettes de toilette. Et sur les réseaux sociaux notamment, les algorithmes recommandent les contenus les plus vendeurs, ce qui crée de facto une forme de hiérarchie entre les cultures au détriment des communautés sources qui se voient ainsi nier leur singularité patrimoniale. Ce sont surtout ces algorithmes qui vont m'intéresser ici, mais juste un mot sur l'intelligence artificielle qui participe également à ce phénomène et avec elle il y a la question des biais culturels qui menacent directement la préservation du patrimoine en perpétuant des stéréotypes avec un risque très sérieux de dilution des expressions culturelles et de décontextualisation. Par exemple, en octobre 2025, avec mon équipe à la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles, quand on demandait à un outil d'IA générative du style Gemini de générer l'image d'un autochtone inuit, elle le représentait avec la pointe à plume. Or, traditionnellement, les Inuits n'en ont pas. C'est quoi son caractéristique de Premières Nations plus au sud sur le continent américain, notamment les Sioux, les Crows ou encore les Cheyenne. Donc on se retrouve avec un manque de réglementation juridique face au phénomène d'appropriation culturelle, couplé à des règles juridiques lacunaires sur le numérique et la circulation des contenus culturels communautaires. Et cette double insécurité crée un besoin d'alerter face au phénomène et de prendre des initiatives législatives et juridiques concrètes, adaptées aux spécificités des expressions culturelles et surtout aux besoins des communautés sur lesquels on reviendra. Mobiliser la soft law est aussi très pertinent parce que ce travail repose aussi, voire surtout, sur des mécanismes incitatifs et responsabilisants envers les divers acteurs concernés, qu'il s'agisse des États, des institutions culturelles, des commerces, etc., et sur une prise de conscience juridique et citoyenne. Ainsi, il est suggéré que le droit laisse une place à la sphère non juridique en la matière, notamment par le développement de considérations éthiques, de chartes, de codes, de principes, de directives en faveur de l'autonomie culturelle des communautés, tout en sachant que l'ONU commence à faire beaucoup de choses en la matière. Et ceci pourrait servir en réalité à dévoiler une facette plus positive des outils numériques et des nouvelles technologies en termes de préservation de l'autonomie culturelle des communautés. Et en fait, en changeant de paradigme, il s'agirait de considérer que le numérique et notamment les plateformes en ligne puissent conduire pour les communautés à une forme de réappropriation culturelle. Donc, ce sera mon deuxième point.
L'appropriation culturelle a contraint effectivement les communautés à développer des stratégies de résilience et de réappropriation culturelle parce que les outils du numérique et les nouvelles technologies peuvent aussi contribuer à défendre leur autonomie culturelle en tentant de reprendre le contrôle sur la circulation de leurs expressions culturelles. Au niveau local, les communautés cherchent parfois à développer leurs propres technologies au service de la protection de leur patrimoine et de la visibilité aussi de leur contenu en ligne, notamment auprès des plus jeunes, pour se réapproprier leur patrimoine et assurer sa transmission intergénérationnelle au sein de la communauté. Mais la tâche est ardue, en ce sens que la diffusion de leur contenu se fait souvent submerger par les contenus culturels dominants du fait des algorithmes susmentionnés. Un exemple connu, c'est bien sûr l'industrie musicale, où la musique et les compositions autochtones peinent à se démarquer face à la musique commerciale américaine, par exemple. Et malgré tout, des initiatives existent et se développent pour pousser la visibilité des contenus culturels communautaires sur les plateformes en ligne, à l'image de l'organisation à but non lucratif Musique Nomade, qui vise à promouvoir les artistes autochtones au Québec et au Canada, issus du secteur de la musique, et qui est aussi très attentive aux nouveaux enjeux liés à l'intelligence artificielle. Ou encore, dans le secteur audiovisuel, je vais citer l'ONG Wapikoni, qui accompagne les autochtones dans la production et la diffusion de films, de documentaires, en leur laissant le contrôle sur cette diffusion. Il arrive que ces communautés souhaitent produire des films pour assurer la transmission de leur culture et de leur patrimoine au sein de leurs membres, sans vouloir autoriser toutefois la diffusion de ces contenus en dehors de la communauté. Et l'ONG Wapikoni s'assure que cette volonté de la communauté, ce choix de réappropriation culturelle, soit respecté. Le numérique peut aussi favoriser la réappropriation culturelle par le biais de restitution numérique et digitale de biens culturels. Je pense notamment ici à la plateforme Watao, finalisée en 2019 à l'initiative du projet SAWA de restitution de biens culturels de la part du Musée du Quai Branly à Paris, aux communautés autochtones Wayana et Apalai de Guyane française et du Brésil, qui peuvent maintenant avoir accès aux collections du musée par le biais de cette plateforme qui contient plusieurs milliers de numérisations d'objets, de photographies, d'enregistrements sonores. Mais toutes ces initiatives réjouissantes nécessitent cependant des moyens économiques, humains, matériels importants pour pouvoir être réalisées. Pour accompagner ces initiatives, le droit peut mobiliser ces outils pour renforcer l'autonomie culturelle des communautés, pour affirmer leur capacité juridique et technique à gouverner leur contenu culturel, leur découvrabilité, c'est-à-dire leur capacité à être facilement découvert dans le cyberespace, les modalités de leur utilisation, circulation, etc. Des initiatives concrètes peuvent être proposées par la mise en place de droits collectifs juridiquement opposables et reconnus à la communauté, qui organiseraient les modalités de diffusion et aussi de non-diffusion des contenus culturels de la communauté, en s'appuyant notamment sur la notion de consentement libre et éclairé, les modalités de leur retrait, de leur potentielle réutilisation moyennant redevance, compensation, les modalités d'arbitrage et de médiation en cas d'appropriation abusive, et dans une perspective de soft law, les modalités de coopération et de dialogue sur ces questions entre les communautés et leurs interlocuteurs. Le tout, encore une fois, en s'adaptant aux spécificités culturelles des communautés et à leurs besoins, parce que le défi est vraiment d'essayer de s'extirper d'une seule conception occidentale, individualiste et marchande des expressions culturelles et de leur valorisation, qui demeure encore aujourd'hui malheureusement assez incompatible souvent avec la conception holistique et collective qu'un grand nombre de communautés locales entretiennent souvent avec leur patrimoine, ainsi qu'avec leurs droits coutumiers, leur système juridique traditionnel qui existe et contiennent déjà des règles précises gouvernant la protection, la gestion, la valorisation et la transmission de leur patrimoine. Ensuite, je vais terminer sur les droits humains, notamment les droits culturels, qui sont une branche juridique fondamentale à solliciter pour protéger l'autonomie culturelle des communautés. Parmi eux, notamment, deux types de droits très liés à la notion d'autonomie, le droit à la dignité et encore le droit à l'autodétermination. Pour les populations autochtones, notamment, ce dernier droit est très très important. À ce sujet, la notion d'autodétermination numérique commence à faire son apparition dans le milieu académique et professionnel. Le droit à l'autodétermination numérique fait l'objet de nombreuses recherches, notamment par le centre d'expertise Trust Valley, et serait un droit à la fois individuel et collectif qui garantirait aux communautés un droit d'accès et surtout le contrôle de leur contenu culturel dans l'espace numérique dans le respect de leurs droits humains. Le droit à l'autodétermination culturelle également, qui est déjà consacré dans la Déclaration sur les droits des Premières Nations à l'autodétermination et à la sécurisation culturelle adoptée en 2023 par l'Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador, qui ne traite pas directement du numérique, il est vrai, mais qui pourrait à terme avoir certaines conséquences et résonances importantes en la matière. Et finalement, l'appel pour les juristes est à la vigilance parce qu'avant la réappropriation, l'appropriation, elle, continue de manière massive. Je citais tout à l'heure le projet de restitution numérique SAWA. L'aide du numérique en matière de restitution de biens culturels et plus largement de réparation risque parfois de se substituer aux réappropriations et aux restitutions de biens culturels dans la vraie vie. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu observer également dans la pratique.
Parce qu'en effet, ces initiatives de restitution numérique ne devraient pas devenir un moyen non plus pour les États et les institutions culturelles de ne plus retourner des objets à leur contexte et communauté d'origine, ce qui arrive malheureusement parfois. Et pour pouvoir profiter des emprunts culturels de manière responsable, il faut d'abord que le droit permette aux communautés de garantir leur autonomie, leur dignité, la préservation de leur patrimoine et leur capacité à décider directement des modalités de leur valorisation en ligne, décider de ce qu'il convient ou non d'exploiter par le biais du numérique, les reposséder de leur capacité à choisir et à décider pour elles-mêmes, à se réapproprier leur culture et finalement à affirmer leur autonomie culturelle. Je vous remercie. Merci beaucoup, passionnant. Et puis j'aurais moi aussi enfin, quelques questions pour vous, non sans lien d'ailleurs avec la première présentation. Je ne sais pas si votre collègue congolais est parvenu à se joindre. Sinon, écoutez, sans transition, encore une fois, si jamais il ne peut pas se joindre, on aura juste une période de questions plus longue. Mais Je pense que ah, voilà, on vous a récupéré, monsieur Ntika Mabkata, excusez-moi de maltraiter votre nom, mais c'est ça, on a fait un petit changement dans le programme suite à un petit problème de connexion que vous avez eu. Et écoutez, sans transition, on va vous donner la parole. Encore une fois, je sais que c'est difficile dans une dizaine de minutes pour présenter encore une fois votre présentation sur les questions de preuve pénale au regard du droit congolais. merci, monsieur le professeur. Bon, merci à tous. Je suis très heureux de me retrouver dans ce colloque pour échanger et partager ce que j'ai préparé au sujet de ce sujet intéressant sur l'autonomie. Alors, je suis Prosper Titika, je suis doctorant à l'Université de Kinshasa, en République démocratique du Congo, et avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Donc, mes recherches doctorales portent sur les investigations numériques et l'émergence d'une procédure pénale augmentée. Et dans le cadre de ce colloque, je me propose d'intervenir sur la question relative aux investigations numériques et l'autonomie décisionnelle du juge, qui est une contribution à la théorie de la procédure pénale augmentée, qui est même le cœur de cette recherche que je suis en train de mener, mais ici sous le prisme de la pratique judiciaire congolaise. Alors, d'entrée de jeu, il y a une affaire euh, qui est très remarquable. Récemment, en 2025, un tribunal de Kinshasa a condamné un prévenu sur base condamnation à la suite des infractions, notamment de diffamation et d'imputation dommageable en ligne. Mais ce qui est frappant, c'est qu'il y a eu un rapport d'expertise de la direction pétentique de la police nationale congolaise qui, dans son rapport, a fait mention d'avoir recouru aux techniques de l'Open Source Intelligence, donc l'OSINT, et à l'analyse forensique. Euh, et a certifié que les publications qui étaient en cause, qui émanaient du compte X notamment de la personne poursuivie, compte du reste certifié, et que on a corroboré donc les éléments produits par le plaignant au niveau du parquet sur base de cet élément, donc ce rapport de la police pétantique. Alors, ceci pose un questionnement parce que au cours de l'instance, le débat n'a pas porté sur les méthodes de cette OSINT ou de cette analyse forensique, mais on a plutôt parlé d'un rapport d'expertise qui était là en face des parties. Et donc, cette intervention au niveau de l'autonomie décisionnelle du juge face aux investigations numériques s'articule autour de 3 points. Premièrement, c'est puisque cette autonomie décisionnelle du juge s'exprime dans la pratique judiciaire traditionnelle autour de l'intime conviction, donc c'est de voir l'intime conviction comme mode d'expression de l'autonomie juridictionnelle, cette intime conviction qui est un présupposé rarement interrogé. Et dans un deuxième temps, c'est de parcourir 3 configurations qui émanent de 3 décisions judiciaires révélateurs
et qui montre effectivement ce décalage en trois temps. Et dans un troisième temps, ce serait de poser un mot sur la corrélation qui peut exister entre ces difficultés et ce que nous proposons d'appeler la procédure pénale augmentée. Donc, en ce qui concerne l'intime conviction comme mode d'expression de l'autonomie juridictionnelle, l'on sait que la souveraineté du juge dans l'appréciation des éléments de preuve est établie par la loi. En République démocratique du Congo, qui a hérité d'ailleurs du droit belge et du droit français, ce principe est affirmé à l'article 75 du Code de procédure pénale, lorsque, sauf pour les procès-verbaux auxquels la loi attache une force probante particulière, le juge apprécie souverainement celle qu'il a convient d'attribuer. Donc, il y a l'affirmation du principe de la liberté de la preuve, et d'ailleurs, ce principe qui est de construction prétorienne et qui n'a pas encore trouvé d'ancrage au niveau de la loi. Mais ici, l'intime conviction n'est pas seulement vue comme un pouvoir laissé par la loi pour le juge de discuter, mais il faut l'interroger, cette autonomie d'intime conviction, comme une capacité, la capacité pour le juge d'évaluer personnellement la valeur probante des éléments qui lui sont soumis. Comme l'indique Jean-Denis Bredin, l'intime conviction entre l'attention, le doute et la certitude. Mais aussi, ce qui est frappant dans cette recherche de vérité, l'intime conviction du juge par rapport à la preuve doit être axée sur l'intelligibilité de la preuve. C'est ce qui change avec la donne numérique, parce que lorsqu'il s'agit d'un témoignage, d'un aveu ou d'un constat matériel, les juges disposent des compétences ordinaires pour les évaluer. Mais lorsque cette preuve résulte d'un rapport qui fait mention de l'analyse forensique ou de l'open source intelligence, eh bien, les résultats des géolocalisations ou tout autre procédé technique, il y a lieu de s'interroger si le juge se trouve dans la capacité, devant ce genre d'objet, d'apprécier la fiabilité méthodologique ou les marges d'erreur, ainsi que les conditions de production de ces éléments de preuve. Donc, il se dessine une espèce d'asymétrie, asymétrie épistémologique entre le juge et l'expertise technique. Et ce qui est d'ailleurs relève des études d'Olivier Leclerc, par exemple, qui a fait sa thèse sur le juge et l'expert, contribution à l'étude des rapports entre le droit et la science. Donc, le juge se trouve un peu dans une forme d'autonomie déléguée. Et ceci s'observe à travers trois exemples, qui est le deuxième temps de cette intervention, c'est que dans la pratique judiciaire congolaise, il y a trois décisions de justice qui montrent trois graduations différentes. La première décision, c'est celle qui a consacré un peu l'absence d'expertise. C'est en 2016, un prévenu est poursuivi pour des offenses publiées sur Facebook. Il est interpellé, son téléphone est saisi et le magistrat instructeur lui a demandé de communiquer les codes d'accès. Et donc, dans le relevé des chefs d'accusation, il s'avère que parmi les publications incriminées, il y a des publications qui ont été postérieures à la date de la saisie du téléphone de la remise du code d'accès. Et donc, la défense a contesté ces publications et même requis une expertise. Mais en 2016, le juge a condamné cette personne qui a été poursuivie et n'a pas recouru à l'expertise. Et dans sa motivation, le juge, lorsqu'on lit ce jugement, a indiqué que il n'a pas fait de doute que le compte Facebook appartenait à la personne poursuivie et que les propos y tenus émanaient directement de lui. Donc, ceci se lit dans ce jugement, RP 25-107, qui a été rendu par un tribunal de Kinshasa, et où l'expertise sollicitée par la défense n'a pas été obtenue. Donc, il y a un vide technique et le juge a décidé sur fait des éléments qui ont été librement produits. Ce sont des captures d'écran qui ont été versées au dossier. Le deuxième temps de cette configuration, c'est les techniques non encadrées. Ce qui se révèle plutôt par une affaire qui date celle-là de 2020, où, toujours pour des faits de diffamation, un individu a été arrêté par le BCN Interpol de Kinshasa et qui, dans son rapport, a dit avoir procédé aux investigations numériques et avoir recouru à la technique de géolocalisation sur base desquelles
l'individu a été arrêté dans un coin de Kinshasa. Mais le problème, c'est qu'en 2020, et même jusqu'aujourd'hui, la technique de géolocalisation prise comme méthode de recherche d'enquête n'est pas consacrée légalement. Et donc, contrairement aux dispositions, par exemple, du Code de procédure pénale français, qui encadre ces nouvelles techniques des recherches de preuves, en RDC, il n'y a pas une seule disposition qui prévoit la géolocalisation comme méthode ou moyen d'enquête. Mais ici, le juge va prendre en compte ces éléments qui résultent de cette géolocalisation et qui du reste n'est pas encadré par la loi, mais il y a une espèce de légitimation par le juge parce que la personne sera condamnée sur base de ces éléments et malgré le fait que justement cette technique n'est pas une technique encadrée. Or, l'on sait que le Code de procédure pénale, dans son essence, veut que, bien que la preuve en matière pénale soit libre, mais les moyens pour y parvenir sont consacrés dans les textes. Et donc, le troisième temps, se révèle par rapport au cas que j'ai évoqué en synopsis de mon propos. Donc, c'est l'expertise qui est très déterminante, mais qui n'est pas discutée. Donc, il y a une espèce de conviction par délégation. On parlait des Lozint et de l'analyse forensique qui sont ressortis de ce rapport d'expertise, mais le juge n'a pas interrogé ces méthodes. Et donc, ça le met un peu, ça met cette autonomie du juge qui s'exprime par l'intime conviction dans une espèce de validation simplement. Et donc, le rapport d'expertise fonctionne ici comme un substitut de conviction plutôt qu'un support de conviction qui doit être débattu, qui doit être passé au crible du principe du contradictoire. Et donc, cette réconfiguration est plus significative du point de vue théorique parce que le problème ici n'est pas l'absence d'expertise, mais une espèce d'incapacité structurelle du juge à évaluer cette expertise elle-même. Et donc, l'intime conviction comme l'autonomie du juge est là, elle ne disparaît pas, mais elle se transforme par une espèce de conviction par délégation. Ce qui nous amène à faire un lien avec les recherches que nous sommes en train de mener actuellement, c'est que on s'interroge si l'on ne converge pas là vers ce que l'on peut qualifier d'une espèce de procédure pénale augmentée. Ces trois configurations mènent vers un constat, c'est que l'intégration des investigations numériques dans la procédure pénale transforme structurellement le rapport du juge à la preuve, mais aussi ça devient pas seulement un problème conjoncturel, mais un déficit qui peut être compris comme une mutation structurelle. Et donc, dans notre recherche, dans notre thèse qui est en cours, nous développons ce concept de procédure pénale augmentée qui peut être compris comme la transformation structurelle de l'environnement probatoire en matière justement du point de vue de la procédure pénale et qui résulte de l'intégration systématique des investigations numériques qui est caractérisée par un double mouvement, où l'on a d'une part l'expansion des capacités de recherche et de production de l'enquête, de la preuve, c'est-à-dire le renforcement du pouvoir répressif, et d'autre part la récomposition du rapport entre le juge, l'expert technique et la preuve obtenue notamment par les voies technologiques. Ça repart un peu dans les travaux de Pradel qui parlait de l'enquête proactive, qui devait revenir être confrontée à l'enquête qui était réactive, mais aussi aux nouvelles techniques d'investigation telles que abondamment abordées par la littérature contemporaine. Mais ici, cette augmentation technologique a ce contrepoids, ces deux contrepoids, où l'on voit les capacités d'investigation s'accompagner avec une espèce de réduction de la maîtrise juridictionnelle sur la preuve. Et donc, les organes d'enquête sont peut-être plus outillés techniquement, mais peut-être le juge les moins, et sa position d'exercer un contrôle effectif, c'est-à-dire son autonomie, sur ces éléments probatoires devient discutable. Alors, cette question est Monsieur aussi... Netika, excusez-moi, Monsieur Netika, je suis obligé de me faire violence parce que je trouve votre propos Oui, passionnant, mais oui, monsieur. on avait donné 10 minutes à chacun, donc je vous demanderai de conclure rapidement, s'il vous Ouais. plaît. Si vous me permettez de conclure, donc je vais conclure en disant que ce problème n'est pas singulier
en RDC, parce que lorsqu'on regarde aussi de façon comparée, en France, il y a eu la question de la clé de déchiffrement qui a posé problème. J'ai aussi découvert qu'au Canada, il y a eu récemment d'ailleurs des décisions en ce sens au niveau de la Cour suprême, qui d'ailleurs a reconnu que la fouille d'un ordinateur était autorisée, devait être autorisée par les moyens judiciaires spécifiques. Et donc, il y a une prise de sérieux sur la question de façon globale. Donc, en conclusion, la question reste ouverte pour savoir est-ce qu'il faut augmenter dans cette procédure pénale augmentée, est-ce que la réponse serait, par exemple, la formation technique des magistrats ou alors l'observation, l'obligation d'une contre-expertise en matière du numérique. Mais dans tous les cas, on découvre que les investigations numériques reconfigurent l'enquête pénale et l'autonomie du juge est questionnée dans sa capacité à interroger l'intelligibilité des éléments de preuve, notamment qui lui sont soumis à partir des moyens d'expertise. Voilà ce que je peux dire en quelques mots par rapport à ce sujet. Je vous remercie. Merci, merci à vous. Effectivement, il y a des liens évidents à faire avec le droit canadien où, de manière assez candide, certains juges ont révélé leur incapacité à comprendre la preuve technique qui leur a été présentée. Euh, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir dans la période de questions. Sans transition, Mohamed Merouni, diplômé de l'Université de Bordeaux et de l'Université Mohamed V à Rabat. Votre 10 minutes de gloire est à vous. Ok, est-ce que vous arrivez à voir là ma présentation? On vous entend et non, oui, oui, on voit votre présentation. D'accord, parfait. Vous voyez là le slide? Oui, tout à fait. D'accord, parfait. Donc, je vous remercie. Je remercie le comité scientifique et toute personne qui a arrivé à faire réussir cet événement-là, très, très, très prestigieux, de loin ou de près. Donc, avant d'aller directement vers mes propos, il faut savoir que la transition énergétique, quand on parle aujourd'hui de ce thème-là, ou cette thématique de transition énergétique, on pense immédiatement aux énergies renouvelables, aux panneaux solaires, à l'éolien ou encore la décarbonation. Mais je pense qu'il existe une transformation beaucoup plus profonde et parfois moins visible. C'est la numérisation des systèmes énergétiques. Donc, l'énergie n'est plus seulement une question de production ou d'infrastructure physique, mais il devient aussi une question de données, d'algorithmes et de réseaux intelligents. D'ailleurs, je vais illustrer mes propos tout à l'heure afin de comprendre cette transition indissociable entre énergie et numérique. Donc, il devient aussi une question de données, d'algorithmes et de réseaux intelligents, comme j'ai dit, et de contrôle technologique. Donc, les smart grids, l'intelligence artificielle ou encore l'Internet des objets permettent désormais de gérer les flux énergétiques en temps réel et d'optimiser la consommation et d'intégrer plus efficacement les énergies renouvelables. Donc, mon intervention porte sur l'autonomie énergétique à l'épreuve du numérique, avec une réflexion autour de la manière dont la transition énergétique transforme aujourd'hui le droit de la régulation. Donc, il faut savoir que la Commission européenne parle même d'une double transition verte et numérique pour montrer que la transition écologique donc, dépend désormais fortement des technologies numériques. Il y a le projet Destination Earth qui utilise des technologies numériques avancées et des jumeaux numériques pour anticiper des phénomènes climatiques et optimiser les politiques énergétiques. Donc, cela montre que la gouvernance énergétique contemporaine devient profondément dépendante du numérique. L'idée centrale, il faut savoir que est assez simple. Le numérique apparaît aujourd'hui comme une condition indispensable de la transition écologique, mais il produit également de nouvelles dépendances technologiques qui peuvent fragiliser l'autonomie des États et des communautés locales. Donc, je vais donc montrer comment cette mutation oblige le droit de la régulation à évoluer face à des enjeux nouveaux de souveraineté, de cybersécurité et de gouvernance algorithmique. Donc, je ne sais pas si je peux. Vous arrivez là à voir le deuxième.
Ah là, voilà, ça y est. Donc, ici, dans ce slide, il montre que la transition donc, écologique et la révolution numérique sont désormais indissociables, comme j'ai dit dans l'introduction. D'un côté, la transition donc, énergétique nécessite l'intégration des énergies renouvelables et l'optimisation des ressources et la décarbonation. Mais aussi, de l'autre côté, ces objectifs sont devenus presque impossibles sans technologie numérique, les smart grids, l'intelligence aussi artificielle ou encore l'Internet des objets permettent de gérer les flux énergétiques en temps réel. Donc, autrement dit, la transition énergétique contemporaine repose sur je dirais, une numérisation croissante des infrastructures énergétiques. Mais le paradoxe ici, je dirais cette évolution-là crée un paradoxe qui est central. L'urgence climatique qui impose une accélération technologique très rapide pour rendre les systèmes énergétiques plus efficaces. Cependant, cette accélération peut entrer en tension avec l'autonomie stratégique des États. Pourquoi? Bon, parce que plus les infrastructures deviennent numériques, plus ils deviennent dépendants des réseaux technologiques complexes qui sont parfois contrôlés par des acteurs privés transnationaux. Donc le défi aujourd'hui est le suivant. Donc, comment bénéficier des avantages du numérique sans perdre la maîtrise politique et juridique des infrastructures critiques? Donc, malgré ces risques, le numérique apporte aujourd'hui des bénéfices considérables à la transition énergétique. Il permet une gestion instantanée des flux énergétiques, une meilleure intégration des énergies renouvelables, etc. Et on peut prendre ici un exemple très concret au Maroc, par exemple, avec la centrale solaire Nour à Ouarzazate, qui est d'ailleurs la plus grande centrale solaire au monde. Et ce type d'infrastructure, d'après, je viens de terminer un stage au sein de l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique dans le cadre de mon diplôme à Paris 1. Et, on a fait une étude sur cette station, cette centrale solaire Noura qui est à Ouarzazate. Et on a trouvé que ce type d'infrastructure ne fonctionne pas uniquement grâce aux panneaux solaires ou à la production physique d'électricité. Mais son efficacité dépend aussi de systèmes numériques qui sont capables d'anticiper la production énergétique, de gérer aussi le stockage et d'intégrer l'électricité produite au réseau national en temps réel. Donc même une infrastructure qui est emblématique et qui est de transition énergétique repose aujourd'hui sur une architecture qui est numérique, extrêmement sophistiquée, et cela montre bien que la transition écologique et la transformation numérique avancent désormais ensemble, comme j'ai dit, de manière indissociable. Donc ici, on rejoint donc directement l'axe 1 de ce colloque. Grâce au numérique, donc des communautés locales peuvent devenir davantage autonomes énergétiquement et produire localement donc et gérer leur consommation de manière plus efficace. Mais justement, là, l'exemple de Nour montre aussi une autre réalité. Donc, plus les infrastructures énergétiques deviennent intelligentes, plus elles deviennent donc dépendantes de systèmes numériques complexes. Et cette dépendance donc crée de nouvelles vulnérabilités structurelles. Les infrastructures donc critiques et deviennent fortement exposées donc aux risques cybernétiques, tandis que les données énergétiques peuvent être concentrées entre les mains de grandes plateformes technologiques ou de fournisseurs internationaux. Donc, autrement dit, le contrôle de l'énergie ne dépend plus uniquement des infrastructures qui sont physiques, mais aussi du contrôle des données, des logiciels et des systèmes algorithmiques. Donc la vraie question et la vraie problématique aujourd'hui n'est plus seulement qui produit l'énergie, mais aussi il faut savoir qui contrôle les technologies numériques qui organisent cette production et cette distribution, comme on l'a vu dans une structure si emblématique comme la station solaire, la centrale solaire Nour à Ouarzazate au Maroc. Et c'est précisément là que la question de l'autonomie des systèmes et des communautés devient fondamentale. Euh, cette slide donc 6 qui représente ou qui résume finalement le diagnostic général de ma réflexion. La transition donc énergétique produit à la fois des promesses, mais aussi, il faut être franc, des vulnérabilités. Donc les promesses sont évidentes, donc l'optimisation en temps réel, la résilience climatique, l'autonomie locale et décentralisation, mais en parallèle, ils apparaissent plusieurs vulnérabilités, comme l'opacité algorithmique, donc la dépendance aux plateformes globales, les cyberattaques aussi, et les asymétries d'information. Donc l'enjeu n'est pas de refuser le numérique, mais d'encadrer juridiquement ses effets afin d'éviter qu'il ne fragilise l'autonomie qu'il prétend renforcer.
Le défi ou la question qui devient encore plus importante avec la gouvernance algorithmique, c'est que aujourd'hui, certaines décisions énergétiques sont prises automatiquement par des systèmes algorithmiques capables d'optimiser des flux énergétiques en temps réel. Mais le problème, c'est que ces systèmes fonctionnent parfois comme des boîtes noires. Les autorités publiques peuvent avoir des difficultés à comprendre ou à contrôler les mécanismes décisionnels. Donc, cela pose donc une question qui est démocratique, mais aussi juridique, fondamentale. C'est comment garantir la transparence et la responsabilité lorsque les décisions sont prises par des systèmes automatisés. Et c'est précisément pour cette raison que le modèle classique de régulation aujourd'hui montre un peu de limites. Donc, le droit public de l'énergie a historiquement été construit pour gérer les infrastructures physiques et aussi l'efficacité des marchés énergétiques, mais il se trouve désormais confronté à des architectures numériques globales, opaques et aussi transnationales. L'efficacité donc économique ne suffit plus. La régulation donc, doit désormais intégrer des enjeux de sécurité numérique, de souveraineté technologique, mais aussi de gestion de risques systématiques. Et cela revient à la période de libéralisation ici au Maroc, en 1990, où l'État a libéralisé le marché et afin, dans le cadre de l'État gendarme, il a instauré des régulateurs, et c'était ça le sujet de mon projet de fin d'études, c'est la relation entre les régulateurs transversales, notamment le Conseil de la concurrence, avec les régulateurs sectoriels qui ont un rôle de gendarme économique, et c'est là la limite que j'ai essayé de montrer. Donc, cela, comme j'ai dit, conduit à une mutation de droit de la régulation. Aujourd'hui, le droit de l'énergie ne peut plus fonctionner de manière isolée. Il doit donc interagir avec le droit du numérique et le droit de la cybersécurité. On assiste donc à l'émergence d'un droit de la régulation qui est intégré, capable de traiter simultanément les enjeux énergétiques, technologiques, mais aussi sécuritaires. Donc, cette évolution transforme également le rôle de l'État, comme j'ai dit, l'État gendarme et arbitre. Mais traditionnellement, il faut savoir que l'État intervenait principalement comme arbitre économique chargé de garantir le bon fonctionnement du marché énergétique. Mais aujourd'hui, face aux risques numériques et aux dépendances technologiques, l'État donc doit devenir un véritable garant de la souveraineté technologique et de la sécurité des infrastructures critiques. La logique donc devient plus préventive, qui est fondée sur l'anticipation de ces risques et la maîtrise des flux de données. Donc finalement, l'objectif, c'est de trouver un équilibre entre trois impératifs. Donc, premièrement, c'est l'innovation technologique indispensable à la transition climatique. Donc, personne ne peut nier que la transition numérique et énergétique vont de manière parallèle. Donc, ils travaillent de manière complémentaire. Et deuxièmement, la sécurité énergétique et cybernétique des infrastructures critiques. Et là, le troisième impératif, c'est l'autonomie stratégique des États et des communautés locales. Et c'est là le point le plus important. Et cet équilibre, il faut savoir qu'il nécessite une régulation qui est proactive et adaptée aux nouvelles réalités technologiques. Pour conclure, je dirais que la transition énergétique numérique n'est pas simplement une évolution technique, mais c'est une transformation qui est structurelle du droit et de l'action publique. Le véritable enjeu aujourd'hui n'est pas seulement de réussir la transition écologique, mais c'est de conserver la maîtrise politique, juridique et démocratique aussi des infrastructures numériques qui la rendent possible. Il faut savoir qu'au Maroc, on est déjà très très jeune dans le côté de la régulation de l'énergie. C'est pas comme en France. Il existe déjà ce qu'on appelle la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, et aussi le Conseil supérieur de l'énergie. Au Maroc, on vient de créer en 2019 l'Autorité nationale de la régulation de l'électricité, et qui est devenue opérationnelle jusqu'en 2022. Et on est maintenant, après un rapport du cabinet royal, qui voulait opter à une régulation, à une instance de régulation plus, plus large, et pour avoir l'autorité nationale de la régulation de l'énergie. Côté numérique, on n'a pas grand-chose. On a juste la haute autorité du contrôle de l'audiovisuel, mais pas vraiment une instance de régulation du numérique. Ça reste des propos, mais comme j'ai dit, pour avoir une transition énergétique, il ne faut pas
oublier ou il faut pas nier l'importance de la transition numérique. Et cela nous oblige à repenser du rôle de l'État régulateur. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, monsieur Méroni. C'était passionnant. J'ai légèrement décalé d'une dizaine de minutes. Donc, on avait normalement 20 minutes de table ronde. On va l'avoir, allez, je vais m'autoriser à 2 minutes de retard. Donc, on va prendre une douzaine de minutes. Moi, j'ai plein de questions, mais je ne sais pas s'il y en a dans la salle ou en ligne. Mais en tout cas, je vais lancer le débat. Je vais m'autoriser un commentaire un peu hors propos, là. Euh, Et je sais pas qu'est-ce que j'ai en ce moment. Je supporte pas les présentations PowerPoint. Je le dis, je vous dis ça parce que on avait aujourd'hui quatre très bons speakers, des très bons intervenants. Et, euh, et alors peut-être parce que c'est en ligne, mais je trouve que surtout pour des présentations très courtes, vous êtes souvent plus efficace sans support technique qu'avec. C'est un petit commentaire éditorial. Encore une fois, notamment parce que vous étiez des très très bons, des très bons communicateurs. Euh, Moi, j'ai deux grosses questions, et puis j'ai pas envie de poser des questions à chacun d'entre vous, mais de poser des questions euh, à vous quatre, et puis vous vous sentirez à l'aise d'intervenir. J'ai une question plus sur les définitions, et puis j'en ai un autre plus sur la régulation en tant que telle, notamment cette main tendue que vous avez tous référé, enfin fait par rapport à la soft law, au droit mou. Mais je reviens sur la définition parce que ça a commencé avec Dr Noël qui a dit, ah, moi, souveraineté, j'aime pas trop ce terme-là. Moi, c'est un terme que j'aime bien. Et c'est pour ça que j'aimerais peut-être vous entendre là-dessus. Mais par contre, il y a un mot que 3 sur 4 vous avez utilisé. Alors lui, que j'adore détester, et même si on le trouve dans plusieurs textes, c'est le terme de résilience. Alors j'aime bien détester ce terme de résilience parce que justement, très souvent, la manière dont il est intégré, par exemple dans le règlement IA en Europe, c'est que c'est un moyen de tout mettre sur les épaules de l'individu. La résilience est vue comme étant un système, comme le terme de vigilance d'ailleurs, de dire débrouille-toi toi-même, fais la preuve toi-même, montre. En fait, la charge est sur les épaules des acteurs eux-mêmes, ce qui est une tendance très forte et qui est le cœur de la question d'autonomie, comme je vous le disais en introduction, entre individu versus collectif. Dans le terme de résilience, contrairement à souveraineté, on a une notion qui est très basée sur le rôle des acteurs qui doivent en fait mettre en place des mesures pour assurer en fait une certaine forme de preuve dans le cas de Monsieur Detica ou de montrer qu'ils font pas d'appropriation ou qu'ils font une bonne autonomie énergétique ou et alors, j'aimerais peut-être, si vous avez, comme ça, ma question est très large, mais si vous avez un retour à faire sur ces termes qui sont tous sauf neutres, entre souveraineté ou non, résilience ou non. Je ne sais pas si mon commentaire suscite des réactions d'un ou de plusieurs de vous quatre. Moi, je veux bien faire une petite remarque, mais en fait, c'est pas que j'aime pas le terme de souveraineté, je pense que j'aime pas l'usage qui en est fait, c'est plutôt ça. En France, l'expression de souveraineté numérique, elle a quand même beaucoup dénaturé le concept de souveraineté en lui-même au sens juridique du terme, et je pense que c'est plutôt ça que je regrette et que moi j'ai beaucoup vu dans ma thèse. Et, euh, et en fait, en associant souveraineté et numérique, j'ai l'impression qu'on a fait un peu perdre la signification du terme de souveraineté en tant que tel. Et dans les discours, et je l'entends beaucoup là dans le cadre de la défense, mais dans les discours, en fait, on confond un peu tout et souveraineté, ça veut plus rien dire. Il y a même parfois souveraineté, ça veut dire français, en fait, dans certains discours de certaines institutions ou certaines entreprises. Donc, c'est peut-être plutôt l'usage qui en est fait. Et en effet,
en fait, le préserver en mettant en avant des termes comme autonomie, résilience, enfin même parfois puissance ou des choses comme ça. C'était plutôt pour ça que je militais dans ma thèse et même dans le cadre de mes travaux là actuellement. Mais ça reste que c'est une notion qui est particulièrement mobilisée, notamment en droit international public, qui n'est pas mon domaine, mais la notion de souveraineté de l'État, avec c'est une notion bah, depuis Grotius, quoi. Enfin, c'est une notion qui est très, je veux dire, très normée, très, très, très mobilisée. Alors que, encore une fois, résilience, vous savez que c'est un terme qui vient de la psychologie et Cyrulnik est souvent pas le plus grand penseur, mais celui qui l'a véhiculé, cette notion. Et moi, c'est le premier, Cyrulnik, qui s'insurgeait du terme de résilience en disant une résilience ne fonctionne qu'à partir du moment où il y a des institutions pour aider les personnes qui ont souffert. Donc, et la résilience est tout sauf un phénomène individuel. C'est un phénomène qui requiert justement un rôle d'institution. Alors qu'encore une fois, elle est mobilisée partout. C'est pas pour rien, encore une fois. Je ne vous critique pas, hein, les trois qui ont parlé de résilience, on le voit dans les textes. Forcément, on traduit cette notion-là, mais moi, c'est une notion comme la notion de vigilance. Je m'autorise, hein, c'est pas moi de spéculer, là, mais la notion de vigilance, je vous donne parce que, pareil, on trouve beaucoup la notion de vigilance. Vigilance, ça vient du Moyen Âge. C'est la pierre que les échassiers, les hérons, tenaient dans leurs griffes pour se réveiller. Vous savez, le héron, il dort en semi-sommeil, en fait, et il a une pierre qui, pour pas qu'il dort, s'il dort trop, sa cerve va se desserrer, la pierre tombe dans l'eau et le réveille. C'est une forme de protection. Et vigilance, dans sa définition même, c'est un phénomène individuel. Et alors que, encore une fois, au regard de l'axe vous avez été amené à intervenir, moi je crois au rôle des institutions. Je crois à l'importance d'avoir des réponses collectives dans les quatre présentations que vous avez faites. Donc, juste, est-ce que je peux là intervenir? Bien sûr, Oui, Monsieur juste Biruni. pour le terme résilient que j'avais utilisé en matière de énergétique, il faut savoir qu'aujourd'hui, un système qui est, je dirais, énergétique résilient n'est plus simplement donc un système capable de produire de l'énergie, mais c'est aussi donc un système qui est capable de sécuriser ses infrastructures numériques et ses données. Et comme vous avez souligné, c'est un phénomène qui est c'est un terme qui est tout sauf individuel. Donc, c'est dans un contexte de transition donc énergétique et numérique, la résilience donc devient une notion à la fois qui est technique, politique, mais aussi souveraine. Donc, elle mesure la capacité des systèmes à rester autonomes dans un environnement qui est, je dirais, de plus en plus interconnecté et dépend des infrastructures numériques. Et c'est la capacité d'une société, d'un territoire ou d'une communauté, pour revenir au titre là, de l'axe 1, à préserver là, son autonomie fonctionnelle face aux vulnérabilités, je dirais, euh, en relation avec la production et la transformation de la technologie énergétique. Donc c'est ça ce que je voulais dire avec le terme de résilience dans tout ce qui réfère au système énergétique. Merci beaucoup. Est-ce que je peux prendre la parole? Vous m'entendez bien? Oui, Parfait. oui, Merci beaucoup pour la question des vocabulaires. C'est vrai qu'elle est très très importante et j'aurais moi-même quelque chose à rajouter dessus. La notion de souveraineté, j'ai eu l'impression, notamment en discutant avec des communautés patrimoniales, que la notion de souveraineté était euh, assez justement difficile à employer parce qu'elle était tellement entendue comme la souveraineté des institutions, la souveraineté des États au niveau politique, et qu'on lui préférait du coup la notion d'autonomie culturelle ou la notion d'autodétermination. Et en même temps, pour le contexte autochtone, il y a pour ces communautés vraiment une volonté au contraire de prendre le caractère politique et institutionnel de la notion de souveraineté pour se le réapproprier. Et j'observe un peu la même chose avec la notion de résilience, c'est que euh, je suis complètement d'accord avec vous sur le fait que c'est quelque chose qui peut être un petit peu utilisé pour déresponsabiliser parfois les États, les institutions. Et en même temps,
Dans le contexte particulier du droit de la culture, notamment à l'UNESCO, la notion de résilience elle est vraiment vue comme euh, le synonyme de la réappropriation pour les communautés dans des institutions où les États et les délégations étatiques ont tellement d'importance et ont toujours eu euh, le monopole sur les décisions de patrimonialisation ou autres décisions politiques en lien avec le patrimoine et la culture. Et le danger vraiment de ce mot, c'est euh, si on oublie en fait que c'est un mot voilà, qui sert à la réappropriation et si on lui enlève tout ce qui est donc les mécanismes en fait pour vraiment que les communautés puissent vraiment être résilientes et se réapproprier, si on lui accole juste une dimension symbolique, mais il n'y a pas derrière des mécanismes effectifs, juridiques, des instruments politiques pour prendre la parole et se démarquer par rapport aux États sur la scène internationale et vraiment être résiliente politiquement, diplomatiquement. C'est le danger pour moi. C'est ce que j'avais à dire dessus. Merci, Madame Tran. Et c'est une Je très bonne crois que question. Monsieur Oui, oui, Netika, super. vous avez levé la Etika, main. merci. Oui, oui, si je puis placer un mot aussi par rapport à ce débat. Bon, c'est vrai que je n'ai utilisé ni souveraineté ni résilience, mais ça s'applique aussi peut-être à moi parce que dans ce cadrage autour de l'autonomie, moi j'ai identifié l'autonomie de l'institution État qui est appelée à rendre justice en matière de fonctionnement de la justice pénale dans l'intime conviction du juge, qui est pour moi le modèle ou l'axe par lequel le juge pénal exprime son autonomie décisionnelle. Mais c'est vrai que les questions de souveraineté numérique, de résilience, oui, elles interrogent. Ici, par exemple, au RDC, il y a un débat autour d'une appréhension sur ce que doit être les prochaines doivent être les prochaines réformes constitutionnelles envisageables. Et le débat touche aussi à cette question de souveraineté numérique, parce qu'il y a une disposition particulièrement dans notre Constitution, l'article 9, qui a parlé de la souveraineté de l'État et qui a mis des objets de cette souveraineté. L'État exerce la souveraineté sur le territoire, sur le plateau continental, sur l'espace, sur la mer. Donc, les objets de la souveraineté publique ont été identifiés dans la Constitution. Et donc, les chercheurs en numérique, au rang desquels je me range un peu, le débat a effleuré le milieu pour savoir est-ce qu'aujourd'hui, on peut aller vers une forme de consécration de souveraineté numérique dans la Constitution. Autrement dit, est-ce qu'aujourd'hui, la question des infrastructures critiques, des données, ainsi de suite, peut rentrer dans une forme d'objet sur lesquels l'on peut reconnaître l'exercice de la souveraineté de l'État. Donc, c'est un débat qui est là, qui est d'actualité. Les positions divergent, mais effectivement, on voit qu'il y a beaucoup d'acuité là-dessus parce que il y a très peu en parler d'abord et surtout des cadres qu'il fallait mettre en place sur la gouvernance numérique, sur la réglementation. Après, on a quitté tout ce qu'il y avait comme cadre de cybersécurité, de réglementation sur les données, ainsi de suite. Et maintenant, on parle de résilience, de cyber-résilience. Donc, ce sont des termes émergents. Et ça se pose dans ces différents cadres. Et dans le cadre de ce colloque, donc moi j'ai rangé cette souveraineté institutionnelle par le pouvoir judiciaire qu'il exerce en matière pénale à travers l'autonomie du juge et qui est enclin à son intime conviction. Voilà un peu ce que peut être mon commentaire à ce sujet. C'est très clair. Merci beaucoup. Écoutez, il est 10h23, on devait terminer à 10h20. Moi, j'avais une deuxième question plus sur ce lieu commun, tous les quatre que vous aviez, c'est-à-dire cette main tendue vers la soft law. Je crains qu'il faille qu'on la mette de côté faute de temps. À propos de temps, je m'excuse de la violence de mon contrôle du temps. 10 minutes, c'était court, mais ça m'a été imposé aussi par les organisateurs. Mais vos propos étaient passionnants, très complémentaires, et je ne l'ai pas fait en tout début, mais je ne peux pas ne pas remercier et féliciter les 6 organisateurs qui ont tout organisé, et notamment la répartition dans les panels. Émilie Bélanger de Sherbrooke,
Jim Desson de l'Université Montréal, Victoria Ludier de Paris-Saclay, Marianne Oscan d'Ottawa, Adèle Sérieux de Poitiers, Adrien Lautrette de l'UQAM. Félicitations et merci beaucoup m'avoir donné l'occasion de présider ce très beau panel là, qui commence assurément très bien cette belle journée. Merci à vous tous avec 5 minutes de retard.